Salutations, bon bah voilà le rapport Durham est finalement sorti, 316 pages, que du tonnerre, tout est important mais moi je vais essayer de vous saisir l'essentiel via des outils comme ChatGPT et de traduction afin de résumer le résumé du rapport. Il y a une sorte d'introduction qui résume l'ensemble en évoquant un peu toutes les affaires à Donald Trump qui est blanchi et à Hillary Clinton qui est en gros passible de haute trahison. Et comme l'a dit Q dans ses drops, Durham start égale game over de l'état profond et là les choses commencent et c'est le nettoyage de l'état profond. Q a fini ses Q-Drop, il a finalisé ça vers 2020 en disant un dernier nom, Durham. Donc voilà maintenant, Durham, c'est sorti, Durham Start. Soit vous regardez ça depuis YouTube et alors que dans ce cas-là, bonne écoute ou bonne sieste parce que la vidéo durera longtemps, ou alors vous êtes sur Twitter et dans ce cas-là, c'est des petites vidéos découpées dans un thread, n'hésitez pas à regarder en dessous pour retrouver les différents chapitres selon les chapitres du rapport de Durham et les différentes affaires, afin que vous puissiez vous y retrouver. Dans le cas où vous êtes sur Twitter, allez sur YouTube, et vice-versa sur YouTube, parce que les deux communautés sont complètement séparées, et ainsi vous pourrez rester en contact avec moi si l'un de mes deux comptes disparaît. Donc je commence par l'entête, qui précise que le 12 mai 2023, le bureau du conseiller spécial John Durham a remis un rapport confidentiel et une annexe classifiée au procureur général Merrick Garland. Le rapport porte sur les activités de renseignement et les enquêtes liées aux campagnes présidentielles de 2016. Il ne contient aucune information classifiée, mais l'annexe contient des informations dérivées des pouvoirs de la loi sur la surveillance des renseignements étrangers. Foreign Intelligence Surveillance Act, ou FISA, on en parle beaucoup, ou FISA, peu importe comment on dit. Maintenant, avant de rentrer dans les détails, je vais vous lire un petit peu la table des matières pour que vous puissiez vite voir à quel point c'est une enquête incroyable. Et évidemment, pour prouver un fait extraordinaire, il faut une preuve extraordinaire. Il faudra rentrer dans les détails de tout ça. Mais en attendant, pour vite vous faire à l'idée qu'il s'agit là d'un des plus gros complots des temps modernes, et une des plus grandes enquêtes aussi, eh bien, on va voir de quoi il s'agit exactement. Déjà, heureusement pour les plus déprimés d'entre vous, et hélas pour ceux qui défendaient le système, mais il y a décision de poursuivre, et ça va barder pour l'élite de l'état profond. Il y a infraction la plus grave et facilement prouvable. Le dossier va parler de plusieurs niveaux d'enquête. Préliminaire, l'enquête complète, l'ouverture, l'avant, l'après. De FISA, les faux témoignages, parjure, falsification de documents, violation des droits civils, conspiration en vue de violer les droits civils, loi générale sur les conspirations, fraude contre les États-Unis, blanchiment d'argent, divulgation d'informations de défense nationale, de l'enquête Crossfire Hurricane, preuve d'une prédisposition à enquêter sur Trump, la menace de l'influence électorale étrangère par le gouvernement étranger, l'allégation impliquant la fondation Clinton, les complotistes l'ont dit, mais c'est pas grave, connaissance du FBI, référence et diffusion par la CIA, Christopher Steele, source humaine confidentielle du FBI. Le FBI a reçu les rapports de Steele pour la première fois en juillet 2016, l'emploi de Deschenko, qui était un employé, et les paiements effectués par Steele et d'autres personnes. L'enquête de contre-espionnage antérieure sur Deschenko et le fait que le FBI n'ait pas tenu compte de ses motivations et allégeances possibles. Les liens entre Dolan et le Kremlin. Dolan est présenté à Deschenko depuis 2016. L'activité sexuelle salace présumée de Trump au Ritz-Carlton de Moscou apparaît dans un rapport Steele. Le FBI apprend les relations de Dolan avec Olga Galkina. Le FBI interroge Olga Galkina. L'agent spécial superviseur et l'analyste de Mueller font pression pour ouvrir un dossier sur Charles Dolan. L'absence d'enquête du FBI sur Dolan. Le comportement du FBI à l'égard de Milan. Le FBI n'a pas divulgué à l'OI et n'a pas inclus dans les demandes FISA de Page le rôle de Page en tant que source pour une autre agence gouvernementale. La fausse déclaration de CHS, donc Confidential Human Source, CHS-1, aux enquêteurs de Crossfire Hurricane concernant sa conversation avec Page au sujet de la réunion présumée de Page avec Sechin. La relation avocat-client de Sussman avec la campagne Clinton et Joff. Action menée par Sussman, Perkin-Coy et Joff pour promouvoir les allégations. Action menée par Fusion GPS pour promouvoir les allégations relatives à l'Alpha Bank. Communication au Congrès des allégations concernant l'Alpha Bank et le Yotaphone. Réunion entre la DARPA et l'université. Les observations à la fin que l'on développera. Après avoir décortiqué l'introduction qui lui-même couvre l'ensemble du rapport, je vais pouvoir vous résumer l'essentiel qui est un grosso modo et un résumé de l'ensemble.
Comme quoi, le rapport résume l'enquête de Robert Mueller sur les efforts du gouvernement russe visant à interférer dans l'élection présidentielle de 2016. Il conclut que les membres de la campagne de Trump n'ont pas conspiré ou coordonné avec le gouvernement russe dans ses activités. Ensuite, le procureur général a chargé John Durham de mener un examen préliminaire sur certains aspects liés aux campagnes électorales présidentielles de 2016, qui s'est transformé en une enquête criminelle. Durham a donc été nommé avocat spécial pour mener une enquête complète sur ces questions. Le rapport mentionne que l'enquête du conseiller spécial était vaste et approfondie, impliquant des travaux d'investigation aux États-Unis et à l'étranger. De nombreux documents ont été obtenus auprès de différentes sources et des centaines d'entretiens ont été menés avec la coopération volontaire de certaines personnes et la contrainte d'autres par des assignations à témoigner ou l'octroi de l'immunité. Le rapport conclut que l'enquête du conseiller spécial est terminée et résume les décisions de poursuite et de classement prises sur la base des faits et des preuves recueillies. Il souligne que l'enquête a été menée de manière impartiale et sans favoritisme envers quiconque. Maintenant, un petit résumé sur l'état des informations de la communauté du renseignement concernant Trump et la Russie avant l'ouverture de Crossfire Hurricane. Selon les informations disponibles, avant le début de l'enquête Crossfire Hurricane, les autorités américaines n'avaient aucune preuve vérifiée indiquant que Donald Trump ou sa campagne étaient impliqués dans une conspiration ou une relation de collaboration avec des responsables du gouvernement russe. Les enquêtes fédérales approfondies et coûteuses menées dans ce domaine, y compris la présente enquête, n'ont abouti à aucune preuve concrète de collusion entre le gouvernement américain, les organismes chargés de l'application de la loi et la communauté du renseignement. Un résumé du rapport sur l'ouverture de Crossfire Hurricane maintenant. Le résumé de ces pages indique que l'enquête de Crossfire Hurricane a été ouverte rapidement par le FBI suite à la réception d'informations non évaluées en provenance de l'Australie. Cependant, l'enquête a été lancée sans avoir interrogé les personnes ayant fourni les informations, sans avoir effectué une analyse approfondie des bases de données du renseignement, sans avoir recueilli d'autres renseignements pertinents provenant d'autres entités du renseignement américain, et sans avoir utilisé les outils analytiques habituellement employés par le FBI. De plus, les enregistrements du FBI montrent qu'au moment de l'ouverture de l'enquête, il n'y avait aucune information indiquant que des membres de la campagne de Trump avaient été en contact avec des responsables du renseignement russe. Le mode d'ouverture et de conduite de l'enquête Crossfire Hurricane, basé sur des renseignements bruts, non analysés et non corroborés, représente une divergence notable par rapport aux précédentes affaires impliquant des tentatives possibles d'ingérence étrangère dans la campagne de Clinton. Dans ces cas-là, le FBI avait agi avec prudence, fournissant des briefings de défense aux personnes ciblées par l'ingérence étrangère et mettant fin à certaines enquêtes lorsqu'un informateur confidentiel avait dépassé les limites autorisées. En revanche, dans le cas de renseignements importants provenant d'une source étrangère de confiance concernant un prétendu plan de la campagne de Clinton visant à discréditer Trump en le liant à Vladimir Poutine, le FBI n'a pas ouvert d'enquête ni entrepris de mesures d'analyse, malgré l'importance de ces renseignements et les actions prises par la CIA pour les signaler. Et maintenant le rapport sur l'enquête en elle-même de Hurricane Crossfire, qui détaille l'enquête Crossfire Hurricane menée par le FBI sur des membres de la campagne de Donald Trump. 4 membres de l'équipe de campagne ont été placés sous enquête: George Papadopoulos, Carter Page, Paul Manafort et Michael Flynn. L'enquête a été ouverte sans fournir d'informations défensives à Trump ou à d'autres membres de la campagne concernant les soupçons de collusion entre la campagne de Trump et les Russes. Le FBI a ensuite sollicité des autorisations FISA pour surveiller Page et Papadopoulos. Les rapports de renseignements fournis par Christopher Steele, connu sous le nom de Steele Reports, ont été utilisés pour justifier ces demandes, mais ils n'ont pas pu être corroborés. Les enquêteurs n'ont pas réussi à corroborer les allégations de ces rapports et Steele lui-même n'a pas pu fournir de preuves malgré l'offre d'une récompense financière. De plus, les enquêteurs n'ont pas transmis aux avocats du ministère de la Justice des informations importantes qui auraient pu disculper Page et Papadopoulos. En outre, l'enquête a révélé qu'un avocat du FBI avait intentionnellement falsifié un document lié à une demande d'autorisation FISA concernant Page. Le prochain document décrit le dossier Steele, qui était un ensemble de rapports compilés par un ancien agent du renseignement britannique Christopher Steele et son entreprise Orbis Business Intelligence. Le dossier a été commandé par le cabinet d'avocats Perkins Coie, agissant au nom de la campagne de Hillary Clinton pour mener des recherches sur les liens entre Donald Trump et la Russie. Les rapports de Steele, qui contenaient des informations présumées compromettantes sur Trump et ses liens supposés avec la Russie, ont été transmises au FBI à partir de juillet 2016. Cependant, ces rapports n'ont été remis aux enquêteurs de l'opération Crossfire Hurricane qu'en septembre de la même année.
Malgré l'absence de vérification et de validation de ces rapports, ils ont été utilisés pour soutenir les demandes visant Carter Page, un conseiller de Trump. Ces demandes ont été présentées peu de temps après que l'FBI ait appris que les mêmes informations de Steele avaient été communiquées aux médias et à d'autres personnes à Washington. Une des allégations du dossier Steele faisait état d'une conspiration entre Trump, son équipe de campagne et des responsables russes pour discréditer Hillary Clinton. Cette allégation a servi de base aux demandes d'autorisation FISA concernant Page. Maintenant, le rapport sur Igor Danchenko, la sous-source principale de Steele. Ces documents précisent que Igor Danchenko, identifié comme la principale source secondaire de Steele, est un ressortissant russe basé aux États-Unis et qui aurait été responsable de 80% des informations et de 50% de l'analyse contenue dans le dossier Steele. Après avoir rencontré le FBI en décembre 2016, Danchenko a été interrogé à plusieurs reprises par le FBI de janvier 2017 à octobre 2020. Au cours de ces entretiens, il n'a pas pu fournir de preuves corroborantes pour soutenir les allégations de Steele et a qualifié ses interactions avec ses sources secondaires de rumeurs et de spéculations. Des incohérences ont été constatées entre les déclarations de Danchenko et celles de Steele. Cependant, ces incohérences n'ont pas été signalées au Foreign Intelligence Surveillance Court, donc le FISC. De plus, bien que le FBI ait affirmé dans les demandes de renouvellement des autorisations FISA concernant Carter Page que la principale source secondaire de Steele se trouvait en Russie, il s'est avéré que Danchenko vivait depuis de nombreuses années dans la région de Washington DC. Malgré cette connaissance, le FBI n'a jamais corrigé cette affirmation dans les demandes de renouvellement subséquentes. En outre, à partir de mars 2017, le FBI a engagé Danchenko comme source humaine confidentielle, donc CHS, et lui a versé régulièrement des paiements pour des informations qui n'ont pas corroboré les rapports de Steele. Je vous résume maintenant l'enquête antérieure non résolue du contre-espionnage du FBI sur Danchenko, et ce document révèle que le FBI connaissait depuis janvier 2017 l'existence d'une enquête de contre-espionnage sur Danchenko datant de 2009 à 2011. En 2008, alors qu'il travaillait pour le Brookings Institution, Danchenko avait discuté avec des collègues de la possibilité d'obtenir des informations classifiées en échange d'argent. Cette information avait été signalée au FBI qui avait ouvert une enquête préliminaire, puis une enquête complète sur Danchenko. De plus, Danchenko avait des liens avec l'ambassade russe et des agents de renseignement russes, suscitant des inquiétudes quant à son éventuelle implication avec les services de renseignement russes. Malgré cela, le FBI avait conclu à tort en 2011 que Danchenko avait quitté le pays et était retourné en Russie, ce qui avait entraîné la clôture de l'enquête. Les enquêtes de l'opération Crossfire Hurricane n'ont pas cherché à résoudre cette affaire d'espionnage antérieure avant d'engager Danchenko en tant que source humaine rémunérée, et ils n'ont pas non plus informé les avocats du département chargé de rédiger les demandes de renouvellement des autorisations FISA concernant Carter Page de l'existence de cette enquête non résolue. Par conséquent, le fisc n'a jamais été informé de ces informations qui auraient pu remettre en question la fiabilité et la crédibilité de la source principale de Steele, et de Steele lui-même. Il a également souligné que le FBI n'a pas suffisamment pris en compte la possibilité que les informations fournies par Danchenko à Steele, qui représentait une part importante des rapports du dossier Steele, puissent être en tout ou en partie de la désinformation russe. Le prochain rapport parle de la relation entre Danchenko et Charles Dolan, un professionnel des relations publiques basé en Virginie, qui avait des contacts en Russie et travaillait avec des clients eurasiens. Dolan a été identifié comme une source probable pour certaines allégations contenues dans le dossier Steele, y compris l'allégation sur les comportements sexuels prétendument salaces de Trump à l'hôtel Ritz-Carlton à Moscou. Et il a également été identifié comme la source de l'allégation concernant la démission de Paul Manafort de la campagne Trump dans le rapport de Steele, bien qu'il ait admis avoir fabriqué cette allégation. De plus, Dolan entretenait une relation commerciale avec Olga Galkina, une amie d'enfance de Danchenko, qui était une source clé pour de nombreuses allégations contenues dans le dossier Steele. Le prochain rapport concerne l'échec du FBI à interviewer Charles Dolan, un professionnel des relations publiques ayant des liens avec Danchenko et les rapports de Steele. Les enquêteurs de l'opération Crossfire Hurricane étaient conscients de Dolan et de ses connexions, mais ils ne l'ont pas interrogé en tant que source possible d'informations sur Trump, bien que Steele et Olga Galkina aient suggéré au FBI que Dolan pouvait avoir des informations liées au rapport de Steele. Notre enquête n'a pas pu montrer de manière définitive que Dolan était la source réelle, qu'elle soit consciente ou inconsciente, pour des allégations supplémentaires contenues dans le rapport de Steele. Cependant, étant donné les informations disponibles, il n'y avait pas de raison objective pour l'échec du FBI à interviewer Dolan. Le prochain passage décrit le fait que les allégations de Danchenko dans le dossier Steele, qui ont été incluses dans chaque demande de FISA pour surveiller Page,
ont été inventés de toutes pièces. Dachenko a prétendu avoir obtenu les informations de source E, qui était censé être Sergei Milian, un partisan de Trump, mais en réalité, il n'a jamais parlé à Milian. Et les enquêteurs de la Crossfire Hurricane n'ont pas pris de mesures de base pour vérifier la crédibilité de Dachenko, même lorsque des drapeaux rouges ont été soulevés quant à sa crédibilité et à celle de Steele. Le prochain très long chapitre est dédié à l'Alpha Bank, et donc en fait ça révèle que l'avocat de Michael Sussman, de Per Kinkoy et d'autres personnes ont fourni à James Baker, conseiller général du FBI, des données et des documents prétendant montrer l'existence d'un canal de communication secret entre l'organisation Trump et une banque russe appelée Alpha Bank. Sussman prétendait agir de sa propre initiative et non au nom d'un client lorsqu'il a transmis ces informations au FBI. Mais en réalité, il représentait la campagne Clinton et un autre client, Rodney Joff. Les experts en cybersécurité du FBI ont examiné les matériaux fournis par Sussman et en ont conclu qu'il ne démontrait pas ce qu'il prétendait. De plus, Sussman a présenté ses allégations à une autre agence gouvernementale qui a également conclu que les matériaux ne prouvaient pas ce qu'il affirmait. Il a donc fait une fausse déclaration à cette agence affirmant qu'il ne fournissait pas les informations pour le compte d'un client. L'enquête a établi que Joff avait demandé à des chercheurs en technologie informatique affiliés à ces entreprises et ayant accès à certaines données Internet d'exploiter ces données pour établir un lien entre le candidat Trump et la Russie. Il cherchait ainsi à satisfaire des individus chez Perkins Coie qui étaient impliqués dans la campagne et chez Clinton. Avant de transmettre les allégations non fondées sur Alpha Bank au FBI, Sussman et Fusion GPS, donc la société de recherche d'opposition de la campagne Clinton, avaient également fourni les mêmes informations à divers médias et faisaient pression sur les journalistes pour qu'ils écrivent des articles sur le prétendu canal de communication secret. Lors d'une réunion en septembre 2016 au FBI, Sussman a également affirmé qu'un média non identifié détenait l'information et publierait bientôt un article à ce sujet. Les révélations sur l'implication des médias ont incité le FBI à contacter le média dont le nom a été fourni par Sussman dans l'espoir de retarder toute publication publique sur le sujet. Cela a conduit à la confirmation de l'enquête par le New York Times. Finalement, à moins de 2 semaines de l'élection présidentielle, le New York Times et d'autres médias ont publié des articles sur l'affaire Alpha Bank, et la campagne Clinton a émis des tweets et des déclarations publiques sur les allégations d'un canal de communication secret entre l'organisation Trump et une banque russe. Ces allégations avaient été fournies aux médias et au FBI par Fusion GPS et Sussman, tous deux travaillant pour la campagne Clinton. Ensuite, dans la conclusion de l'introduction, tout a été reformulé en liant toutes les affaires les unes avec les autres. Mais moi, je vais vous faire un très court résumé de tout ça. Donc selon cette conclusion, évidemment, le département et le FBI ont échoué à respecter la loi lors de l'enquête Crossfire Hurricane. Des irrégularités graves telles que la fabrication d'un faux témoignage ont été constatées, ainsi qu'une négligence dans la demande de mandat de surveillance FISA. Des informations partiales fournies par des personnes politiquement affiliées ont été utilisées sans examen critique. Le rapport recommande de renforcer la rigueur analytique, d'éviter les biais de confirmation et de ne pas trop s'appuyer sur des informations provenant d'adversaires politiques. Il souligne également l'importance de l'intégrité et de la fidélité aux règles existantes. Plutôt que de créer de nouvelles règles, l'objectif est d'assurer une conduite appropriée et une responsabilité dans les activités de contre-ingérence. Maintenant, je vous fais un résumé très concis des prochaines sections qui concernent l'amélioration des procédures en général dans le système américain. Ce bout de rapport analyse les lois et politiques applicables au département et au FBI en ce qui concerne les poursuites fédérales. Les principes de poursuite fédérale y sont décrits, soulignant l'importance des intérêts fondamentaux de la société dans la prise de décision concernant les poursuites. Les preuves suffisantes pour obtenir une condamnation et le respect des intérêts fédéraux substantiels sont des facteurs clés. Une fois la décision de poursuivre prise, les infractions les plus graves et les plus facilement prouvables sont recherchées. La préservation de la vie privée et la réputation des tiers non inculpés est également prise en compte. Les informations préjudiciables à une personne non inculpée ne doivent pas être divulguées gratuitement, et les allégations de faute publique par une tierce partie non inculpée n'ont généralement aucun intérêt gouvernemental légitime. Ces principes visent à garantir une poursuite juste et respectueuse des droits des personnes concernées. Prochaine section dans le rapport qui vise à améliorer les choses, donc qui aborde les exigences applicables aux évaluations et enquêtes du FBI concernant la contre-ingérence. Les directives stipulent que le FBI ne peut pas enquêter sur des citoyens américains uniquement pour surveiller des activités protégées par le premier amendement. Des techniques d'enquête moins intrusives doivent être privilégiées en tenant compte des droits constitutionnels. Le FBI utilise différents niveaux d'activité, allant du moins intrusif au plus intrusif, et des directives spécifiques qui régissent l'utilisation de sources humaines confidentielles. Et ce chapitre dit comment la fiabilité des sources doit être régulièrement évaluée. La prochaine amélioration concerne la Foreign Intelligence Surveillance Act, donc la FISA, et explique les exigences légales
et les procédures entourant l'utilisation de la surveillance électronique. Il souligne la nécessité de distinguer les activités protégées par le premier amendement des activités d'espionnage. Le texte met également en évidence les procédures et exigences supplémentaires pour garantir l'exactitude des demandes de surveillance. Et pour finir, un résumé d'amélioration sur les lois utilisées pour évaluer une éventuelle conduite criminelle. Ce texte résume les principaux statuts utilisés pour évaluer le comportement criminel potentiel. Il couvre des aspects tels que la charge de la preuve au-delà d'un doute raisonnable, les faux témoignages, le parjure, la falsification de documents, l'obstruction de la justice et la violation des droits civils. Les différentes lois et sections du Code des États-Unis sont mentionnées pour chaque aspect. En résumé, le texte présente les fondements juridiques importants liés à l'évaluation des comportements criminels. Bon alors, mon résumé ne fait que survoler le rapport. N'hésitez pas à regarder dans le lien à quel point l'ambition du complot va loin et à quel point il y a impunité. Qu'il y avait impunité, parce que maintenant ça s'est renversé, mais vous pouvez voir aussi à quel point le nom Clinton revient, si vous faites CTRL F, ça revient 340 fois, beaucoup plus que de nombre de pages. Évidemment, j'ai pas voulu expliquer le comment du pourquoi elle est apparue 344 fois et lire tous ces passages-là, parce que je voulais vous résumer l'essentiel, mais c'est juste que, bon, vous voyez que toutes les affaires que je viens de lire, Clinton a un doigt là-dedans. Alors, après, est-ce qu'on peut toujours dire que les complotistes, de toute façon, ils avaient tort parce qu'au niveau de la méthode, c'était pas cohérent, c'était parano, finalement, l'agressif, le toxique, ceux qui veulent la guerre, ceux qui sont corrompus, contrairement à Trump qui finalement est disculpé de la Russie. Alors là, je ne vois pas comment rester dans cette position de oui, mais finalement, on est le camp du bien. Et sur ce, je peux partir avec beaucoup de classe. Une classe récupérée intégralement après ces 4 années étiquetées de complotistes parano. Par l'intermédiaire des autres, j'ai jamais été étiqueté personnellement, puisque je gagne tous mes débats et que les gens se prosternent devant mes arguments tellement crédibles que j'ai carrément aucun contradicteur. C'est peut-être aussi parce que je suis pas très connu, mais c'est pas grave, si vous voulez y remédier d'ailleurs, et voir si peut-être que des Julien Pain ou des... Bon, voilà, allez.